Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre Hitler et les Allemands de François Roux, illustré par Yves Rouvière. La logique interne du mouvement nazi et du Troisième Reich se confond avec celle de Hitler. On ne peut appréhender l'une sans s'être penché au préalable sur l'autre. Comment un individu peu instruit, peu cultivé, et dont la vie jusqu'à 30 ans avait été une suite d'échecs, parvint-il à imposer sa volonté à un grand pays moderne avant de l'entraîner dans une catastrophe militaire et morale unique dans l'histoire? La réponse à cette question en appelle une autre. Ce qui est arrivé en Allemagne peut-il se reproduire? François Roux étudie le comportement des individus, des groupes et des sociétés dans les situations de contrainte extrême. Il a publié La Grande Guerre inconnue, édition de Paris Max Chalais 2006. Et auriez-vous crié « Heil Hitler » Max Milo, 2011. Yves Rouvière a collaboré à Marx et le Capital Max Milo 2011, Freud Max Milo 2011, Sade Max Milo 2012, Lacan Max Milo 2013, l'anarchisme Max Milo 2013. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Chapitre 1 Genèse d'un chef. La compréhension du phénomène nazi implique de prendre en compte la biographie et la psychologie d'Adolf Hitler, quelques réserves que l'on fasse sur la personnalisation de l'histoire. Au tiers du XX siècle, ni le pouvoir absolu ni même la volonté d'exterminer un groupe humain n'étaient des nouveautés. L'inédit, c'était la capacité d'action dont les idéologies totalitaires et le développement technologique dotaient désormais les dictateurs des grands États. Staline et Mao, à l'instar de Hitler, ont régné sur de gigantesques masses humaines. Chacun d'eux a été l'objet d'un culte fanatique et a donné des ordres plus meurtriers que toutes les guerres napoléoniennes additionnées. Trois caractéristiques distinguent pourtant le dictateur nazi et confèrent à sa personnalité une importance déterminante. Premièrement, Hitler parvint à la tête d'un grand pays moderne dans le cadre d'un processus légal, sinon démocratique. Deuxièmement, Staline et Mao ont hérité du marxisme-léninisme, tandis que Hitler a inventé le national-socialisme, l'a incarné, et il est mort avec lui. La troisième caractéristique, qui découle de la précédente, c'est que les conséquences d'une dictature marxiste-léniniste telles que l'élimination des opposants politiques et des classes sociales réactionnaires ont été le fait de tous les régimes communistes et non des seuls Staline et Mao, alors que les crimes qui spécifient le Troisième Reich par rapport aux autres régimes fascistes, la guerre mondiale et le génocide, résultent de décisions personnelles de Hitler. Ces décisions n'ont pas seulement bouleversé la carte de l'Europe et entraîné l'Allemagne dans une catastrophe militaire et morale sans précédent. Elles ont marqué l'histoire de l'humanité d'une tâche indélébile, remis en cause les notions de progrès, de civilisation, et modifié à jamais le regard des hommes sur eux-mêmes. En ce sens, l'individu Hitler a modifié le cours de l'histoire. On peut comprendre le fonctionnement du totalitarisme communiste sans approfondir la biographie de Staline ou Mao, ni leur profil psychologique, tandis que les logiques internes du mouvement nazi et du Troisième Reich se confondent avec celles de Hitler au point qu'on ne peut les appréhender sans s'être penché au préalable sur son caractère et sur ses années de formation. Adolf Hitler naquit en 1889 dans une famille de la petite bourgeoisie autrichienne. Après la mort de son père, en 1903, l'adolescent vécut une existence oisive au crochet de sa mère et de sa tante. À 18 ans, il partit pour Vienne, soi-disant pour suivre des études d'architecture. Au vrai, plutôt que de préparer l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts, le pseudo-étudiant passait ses journées à échafauder toutes sortes de projets grandioses, opéras, tragédies, plans de monuments, de villes, création d'un orchestre, aussitôt abandonnés. Sûr de son génie, il s'en remettait à la Providence pour le révéler. Son colocataire et seul disciple à l'époque, Auguste Kubizek, l'a décrit comme un être asexué, maladivement pudibond, ne supportant pas le contact physique, prônant l'abstinence volontaire pour préserver la pureté de la race,
s'interdisant la masturbation, ne prenant ni viande ni alcool pour éviter de stimuler ses hormones et habité par la phobie du sang. Paresseux, velléitaire, chimérique mais incapable de supporter la frustration, avide de domination, égocentrique, tel apparaît Adolf Hitler et tel il restera, à une différence près, 30 ans plus tard, la guerre le métamorphosera en bourreau de travail. Hitler n'osa pas avouer à Kubizek ni à sa famille qu'il avait été par 2 fois refusé à l'Académie. Il fit semblant de suivre les cours, s'accoutumant à vivre dans le mensonge et le secret. Puis, ayant dilapidé le pécule hérité de sa mère, morte fin 1907, il se laissa glisser sans résistance au bas de l'échelle sociale. Il ne fit rien pour échapper à la déchéance qui le guettait, révélant ainsi une autre dominante de son caractère, l'inaptitude à se remettre en question, y compris sous la menace d'une catastrophe. À l'hiver 1909, il trouva refuge à l'asile de nuit. Afin de gagner sa pitance, il travaillait comme manœuvre et dessinait des vues de Vienne pour les touristes. Il avait renoncé à devenir un grand architecte. À 20 ans, sans projet, sans avenir, il subsistait grâce à l'assistance publique et tempêtait contre la société qu'il avait injustement rejetée. Qui aurait pu imaginer que cet être pitoyable subjuguerait, un jour l'Allemagne? 4 années passèrent. En 1913, Hitler s'enfuit d'Autriche pour échapper au service militaire et s'installa à Munich, où il vécut de ses tableautins. L'euphorie de la mobilisation le tira de sa solitude et il se porta volontaire pour servir dans l'infanterie bavaroise. La guerre sauva Hitler. Pour la première fois de sa vie, il adhérait à une cause. L'armée le socialisa et le contraignit à une discipline personnelle qu'il aurait été incapable de s'imposer. Le régiment devint son foyer. S'il restait à l'écart de ses camarades, intrigué par son dédain de l'alcool, des femmes, et par son fort accent autrichien, il appartenait enfin à une communauté et se pliait avec enthousiasme au règlement militaire. Plus tard, c'est de son expérience du front, Fronterlebnie, que Hitler, devenu chef de parti, tirera sa légitimité de représentant du peuple allemand. En vérité, sa guerre ne fut pas si héroïque que le prétendra la propagande nazie. Contrairement à ce qu'il affirme dans Mein Kampf, Hitler n'a jamais connu la peur indicible qui étreignait les fantassins avant de monter à l'assaut. Promu caporal en novembre 1914 avant d'être affecté à l'état-major dans un groupe d'estafette, il refusa par la suite de passer sous-officier, de crainte de perdre son poste. Les estafettes vivaient au QG du régiment, à 2 ou 3 kilomètres du front, dans des conditions bien meilleures que les hommes de l'infanterie combattante. Seul un intrépide ou un suicidaire, et Hitler n'était ni l'un ni l'autre, aurait échangé une place au QG contre un séjour dans l'enfer des tranchées. Blessé en 1916 par un éclat d'obus, puis décoré de la Croix de fer de première classe pour avoir porté un message dans des conditions périlleuses, et non pour avoir capturé 15 soldats français comme l'écriront les manuels d'histoire du Troisième Reich, le caporal Hitler fut partiellement aveuglé par du gaz moutarde le 14 octobre 1918, et la guerre s'acheva pour lui à l'hôpital. C'est là qu'il apprit avec stupeur le coup de poignard dans le dos de l'armistice et le déclenchement de la révolution allemande. Adepte du tout ou rien, Hitler avait adhéré sans réserve à l'idéologie militariste. Ses camarades de régiment, s'ils ne se souvinrent pas qu'il ait tenu des propos antisémites, se rappelaient en revanche ses explosions de colère contre le défaitisme. Il ne s'engagea pas pour autant dans les corps francs, Freikorps, qui se constituaient pour écraser le soulèvement révolutionnaire et poursuivre la guerre à l'Est, dans les territoires que le diktat des Alliés prétendait arracher à l'Allemagne. Hitler revint à Munich dans l'espoir de réintégrer l'armée, qui lui assurerait le couvert et le gîte. La capitale bavaroise était alors aux mains des révolutionnaires. Il fut néanmoins élu représentant adjoint de son bataillon et porta le brassard rouge des mutins jusqu'à la prise de la ville par les Freikorps, ce qui faillit l'envoyer devant le peloton d'exécution. Heureusement pour lui, un officier, nationaliste témoigna de ses sentiments patriotiques. Cet épisode ne figure pas dans Mein Kampf, bien entendu.
Le destin vint à la rencontre d'Adolf Hitler dans les premiers jours du mois de mai 1919, peu après la semaine sanglante de Munich. Membre d'une organisation secrète d'officiers, le capitaine Karl Mayer recrutait des informateurs pour effectuer un travail de propagande nationaliste et anti-bolchevique auprès des troupes en voie de démobilisation. Il embaucha l'ex-caporal. On aurait dit un chien perdu fatigué en quête de maître, prêt à suivre quiconque lui témoignerait quelque bonté. Le peuple allemand et sa destinée lui étaient alors totalement indifférents, écrivit plus tard Karl Mayer. Délivré de l'angoisse du lendemain, débordant de reconnaissance pour ses employeurs, Hitler se lança dans sa mission avec passion. Il suivit des cours d'éducation politique et d'art oratoire. Ce fut une révélation, je savais parler, exulte-t-il rétrospectivement dans Mein Kampf. Son succès devait moins à sa rhétorique qu'à la conviction avec laquelle il s'exprimait. Devant les auditoires de la Reichswehr, il organisa sa pensée politique au fil de ses discours. Les travers de l'artiste raté firent les qualités de l'orateur. Hitler compensait son intelligence superficielle par un esprit rapide, une excellente mémoire, et surtout par son sens de la simplification, fruit de sa culture sommaire, de ses obsessions et de son égotisme. La responsabilité des Juifs dans la défaite tenait une place centrale dans le message que devaient délivrer les informateurs. Fidèle à sa logique du tout ou rien, Hitler élabora en quelques jours une argumentation au terme de laquelle leur liquidation s'imposait comme la solution unique et définitive à tous les problèmes de l'Allemagne. Sa première mention publique de la question juive date du 25 août 1919, à l'occasion d'un discours sur le capitalisme, et le premier écrit où il prône l'élimination complète, du 16 septembre. Le zèle de son informateur incita Karl Mayer à lui confier une seconde mission, infiltrer un groupuscule nationaliste, le Parti ouvrier allemand DAP. Ses premiers applaudissements dans les casernes, l'estime que lui portaient ses chefs et l'assurance de ne plus retomber dans les bas-fonds avaient propulsé l'ex-marginal dans une dynamique de succès où son ego démesuré puisait une confiance toujours plus grande. Il ne lui fallut pas 6 mois pour devenir l'orateur vedette du DAP, bientôt rebaptisé NS. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.